Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce vendredi 11 décembre au Burkina Faso. Après la dissolution de l'ancien régime de sécurité présidentielle suite au coup d'État manqué, vous le savez, le 17 septembre dernier, une nouvelle unité militaire vient d'être créée. Ce groupement de sécurité et de protection républicain a pris fonction la semaine dernière. Il est chargé de protéger le président ainsi que certaines autres hautes personnalités. L'annonce a été faite hier, soit 2 jours après celle par le président de la transition Michel Kafando d'interdire définitivement l'implication du militaire dans le politique, et ce grâce à la mise en place d'une commission de réforme de l'armée. Cette nouvelle unité est composée de 400 hommes, des policiers, des gendarmes ainsi que des militaires. Son effectif devrait être revu à la hausse pour passer à 1 millier. L'unité est dirigée par le colonel Boukari Baguian, en ancien commandant du Prytanée militaire de Kadiogo, un établissement d'enseignement secondaire qui dépend du ministère de la Défense. Et c'est dans le camp Nabakoum 2 que le nouveau groupement de sécurité présidentielle a établi sa base, la même où était aussi installé, vous vous en souvenez, l'ancien régiment de sécurité présidentielle avant sa dissolution. En Afrique de l'Est, la médiation effectuée par l'Ouganda semble bien avancée au Burundi. Une rencontre a été organisée hier jeudi entre le ministre de la Défense ougandais, Sisprus Kiyonga, ainsi que 5 envoyés spéciaux afin de tenter de régler cette crise burundaise. Alors pour ce faire, l'Ouganda souhaite pouvoir établir un dialogue entre tous et avec tous les partis impliqués. Parmi les envoyés spéciaux en Ouganda, on trouve un représentant de l'Union africaine, un de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo démocratique, un de l'Union européenne, un des États-Unis et le dernier des Nations Unies. Ils ont tous indiqué être disposés à apporter une aide diplomatique, politique ainsi que matérielle pour le dialogue. La réunion est placée également sous la direction du président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Et dans le Rwanda voisin, nous vous le disions hier dans notre journal du soir Vox News, l'un des 9 accusés pour le génocide de 1994 et recherché par le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, a été arrêté. Son nom, Ladislas Ntaganzwa. Selon l'annonce qui a été faite par la structure onusienne qui a succédé au TPIR, Ladislas Ntaganzwa a été pris en République démocratique du Congo. Le secrétaire exécutif à la Commission nationale de lutte contre le génocide nous en dit plus sur cet homme. La nouvelle de l'arrestation de Ladislas Ntaganda avec une très grande satisfaction parce que Ladislas Ntaganzwa était recherché depuis plus de 20 ans. C'est l'une des personnes qui était en fonction en 1994 au moment où se commettait le génocide perpétré contre les Tutsis. Il était bourgmestre de la commune Nyakizu à Butare. C'était l'une des communes où il y avait une grande proportion de Tutsis. Il est particulièrement accusé d'avoir ordonné, supervisé et fait exécuter le génocide contre les Tutsis qui s'étaient réfugiés à la paroisse catholique de Kyahinda en 1994. Il y a eu environ entre 35 et 40 000 morts. Donc voir que 20 ans après, les victimes vont maintenant avoir accès à la justice, les survivants vont pouvoir témoigner, vont pouvoir dire leur vérité, et c'est pour nous un événement qu'il faut saluer avec grande satisfaction. Au nord du continent, à présent, l'Algérie fait un grand pas dans la protection des femmes. La loi contre les violences faites à leur encontre a été adoptée hier par le Sénat algérien. Ce texte doit renforcer les peines contre les auteurs de violences faites aux femmes. Il était resté bloqué au Parlement depuis le mois de mars, malgré son adoption à l'Assemblée nationale algérienne, et il entre donc enfin en vigueur. Autre avancée, contrairement au vote à l'Assemblée nationale, cette fois-ci, les sénateurs algériens ont adopté la loi sans aucune protestation, et le projet de loi a même été validé directement dans son intégralité et sans passer par le vote article par article. Les associations de défense des droits de l'homme et de la femme se disent soulagées évidemment, même s'il faut encore attendre maintenant des décrets d'application de cette loi.
Les droits de l'homme en Afrique du Nord, également célébrés hier en Norvège. Les lauréats tunisiens du prix Nobel de la paix ont enfin reçu leur prix, annoncé à Oslo. Dans son discours, le quartet récipiendaire, qui est formé par 4 dirigeants d'associations de défense des droits de l'homme tunisiennes, a tenu à dénoncer le terrorisme qui, selon leurs mots, frappe partout, en Tunisie, mais aussi de Paris à Beyrouth et de Sharm el-Sheikh à Bamako. Pour rappel, ce groupe de travail, récompensé donc pour son travail en faveur d'un dialogue national en Tunisie, est composé de Wided Bouchamaoui, qui est présidente de l'UTICA, d'Houssen Abbassi, qui est secrétaire général de l'UGTT, d'Abdessatar Ben Moussa, le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ainsi que de Mohamed Fadel Mahfoud, président de l'Association des avocats de Tunisie. La remise du prix Nobel s'est faite dans l'hôtel de ville de la capitale norvégienne, tout spécialement fleuri pour l'occasion, devant une foule, vous allez voir, de supporters en liesse. Des personnalités étaient également présentes, comme par exemple le roi Harald de Norvège ou encore les membres du gouvernement norvégien qui ont applaudi debout. Je vous propose d'écouter ces discours de certains des lauréats du Nobel de la paix. Le terrorisme est partout. Nous devons donc nous battre contre le terrorisme, survivre parce que la Tunisie est un pays tolérant. Nous n'avons pas l'habitude du terrorisme ni des guerres. Nous devons faire en sorte d'être dans un pays en sécurité. Le grand fléau, c'est les problèmes économiques et sociaux. Parce que si ces problèmes-là ne sont pas résolus, on craint. Donc, on ne craint pas seulement le retour à la dictature, on craint aussi le terrorisme. Après tout, je crois que c'est le danger le plus imminent. Donc, il faut, à mon avis, il faut être solidaire avec cette démocratie naissante, c'est-à-dire parce que la paix en Tunisie, ça vaut la paix en Europe. Le dialogue national n'aurait jamais réussi s'il n'y avait pas eu un effort commun de tous les partis qui ont réussi à un moment crucial de mettre de côté leur intérêt particulier et permettre à l'intérêt national de primer. Nous allons envoyer notre médaille au musée national, l'endroit même qui a été attaqué par les terroristes en tant que symbole de ce dialogue et qui sera victorieux du terrorisme. Et pour satisfaire votre curiosité, sachez que le prix Nobel consiste en une médaille d'or, un diplôme et un chèque de 8 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus de 863 000 €. Les prix dans les autres disciplines, littérature, chimie, médecine, chimie et économie, ont également été remis dans la journée d'hier à Stockholm, en Suède cette fois-ci. À l'international toujours, Mauricio Macri a prêté serment hier jeudi comme nouveau président de l'Argentine. Il succède ainsi à 12 ans de pouvoir de Nestor puis de Cristina Kirchner. La cérémonie a débuté hier vers 11h30 local, soit 14h30 GMT, devant les parlementaires qui étaient réunis au Congrès. Devant ce Congrès à Buenos Aires, d'un ton conciliateur, le nouveau président de centre-droit a notamment promis que son gouvernement lutterait de manière infatigable pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors même, on le sait, que les Argentins redoutent des mesures économiques douloureuses afin de relancer cette troisième puissance économique d'Amérique latine. Le nouveau président s'est ensuite rendu au palais présidentiel, escorté par les grenadiers. C'est là que l'écharpe de président et le bâton de commandeur de la nation lui ont été remis. Une dizaine de chefs d'État, notamment sud-américains, ainsi que l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, étaient présents hier à cette cérémonie d'investiture à Buenos Aires. Je propose d'écouter le nouveau président argentin. Moi, Mauricio Macri, jure devant Dieu, notre Seigneur et tous les saints d'assumer avec loyauté et honnêteté le rôle du président de la nation et de respecter et de faire respecter avec loyauté la constitution de la nation argentine. Si je ne le fais pas, que Dieu et la patrie me le demandent. Nous voulons avoir le soutien de tous, de ceux qui se sentent de droite et de ceux qui se sentent de gauche, des péronistes et des antipéronistes, de ceux qui sont jeunes et dans l'âge de la transgression et des seniors qui apportent l'expérience parce qu'il s'agit précisément de la diversité qui nous enrichit et qui nous rend meilleurs. Je profite de ce moment pour envoyer un message à nos frères d'Amérique et du monde. Nous avons une vision nouvelle de la politique. Nous sommes des enfants de cette époque et nous essayons de la comprendre sans préjugés ni rancœur. Nous croyons dans l'unité et la coopération en l'Amérique latine et dans le monde.
Et précisons qu'hier, le président argentin Mauricio Macri a également procédé à l'investiture de son nouveau gouvernement. Terminons notre flash information en Inde où dans le nord-est du pays, faire des affaires est un véritable défi. Le Premier ministre Narendra Modi a promis de sortir cette région du pays de son isolement, mais le défi des infrastructures, vous allez voir, reste immense. Dans l'état du Meghalaya, on a seulement inauguré la première gare l'an dernier et dans certains villages, les habitants traversent encore des rivières sur des ponts vivants formés par des racines d'arbres. Regardez. Un savoir-faire enraciné depuis des générations. Les ponts organiques, soigneusement tissés pendant des décennies, font la renommée du nord-est de l'Inde. Mais pour les infrastructures modernes, la région est à la traîne. Et avec elle, les entreprises locales. Le coût des transports est assez élevé par rapport au reste de l'Inde. Donc c'est un défi. Pour toute entreprise du Nord-Est qui souhaite être compétitive en vendant ses produits au reste du pays, en dehors du Nord-Est, c'est un sacré challenge. Le Premier ministre Narendra Modi a promis de donner un coup de pouce aux infrastructures des États du Nord-Est. La tâche est immense. Cette gare est l'une des rares de l'Assam, et dans le Meghalaya, l'État voisin, la première liaison ferroviaire a seulement été inaugurée en 2014. La région du Nord-Est est connectée au reste de l'Inde par un corridor étroit de 23, 24, 25 km. On le surnomme le cou du poulet. Mais sinon, on peut dire qu'à part ce corridor, nous sommes géographiquement enclavés. Pour autant, le manque d'infrastructures et l'isolement géographique n'expliquent pas tout. Je travaille dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Entre les compétences qu'ils ont là-bas et les compétences qu'on a ici, en termes de développement économique, l'écart est grand. Nous n'avons pas atteint leur niveau. En 2008, l'État a lancé la construction d'une route pour relier une partie de la région à la Birmanie. Autre espoir du Nord-Est, l'hydroélectrique. Une technologie qui pourrait toutefois compromettre le mode de vie des nombreux habitants vivant près des cours d'eau. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 11 décembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour votre point sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end. À lundi.